Couvert de cicatrices et méprisé pour ses pattes difformes, Tonnerre Naine n'était qu'un déchet équestre promis à l'abattoir jusqu'à ce que les mains tremblantes d'une orpheline de 10 ans touchent son museau meurtri. Dans ce contact entre deux âmes brisées, naissait une légende que la France entière, qui riait de leurs différences, allait bientôt vénérer. Le soleil se levait paresseusement sur les collines verdoyantes de Saint-Martin-de-Provence, baignant le petit village d'une lumière dorée qui semblait porter la promesse d'un jour ordinaire. Mais pour le vieux Marcel Dubois, éleveur chevronné dont les mains calleuses témoignaient de décennies passées à travailler avec les chevaux les plus nobles de la région, ce jour serait différent. Son regard fatigué se posait sur la silhouette pitoyable qui se tenait au fond du paddock boueux. « Un gâchis total !» marmonna-t-il en secouant la tête, son accent méridional résonnant dans l'air frais du matin. Jamais vu un étalon avec des pattes aussi ridiculement courtes, et ses cicatrices. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Le cheval en question, un magnifique bai dont le pelage aurait dû briller comme du caramel doré au soleil, était terne et marqué de cicatrices. Ses jambes, anormalement courtes pour un cheval de sa taille, lui donnaient une démarche maladroite presque comique. Mais le plus frappant n'était pas tant son apparence physique que la lueur dans ses yeux, un mélange de méfiance et de résignation, le regard d'un animal qui avait connu la cruauté des hommes et n'attendait plus rien d'eux. « Tonnerre !» murmura Marcel, lisant le nom griffonné sur les papiers d'identification que lui avait remis le transporteur la veille. Quel nom ironique pour une bête aussi pitoyable. « Grand-père !»« Je suis venu t'aider avec le nouveau cheval. » La voix cristalline de Léa, sa petite fille de 10 ans, brisa le silence matinal. Elle accourait vers le paddock, ses cheveux châtains volant derrière elle, comme une bannière rebelle, son visage constellé de taches de rousseur illuminé par l'excitation. Marcel soupira. Il n'avait pas eu le courage de lui dire la vérité, que ce cheval naine était qu'une étape temporaire dans leur ferme, un animal destiné à l'abattoir après avoir été rejeté par 3 propriétaires différents. « Léa, ma puce, ce n'est pas un cheval pour toi. » commença-t-il avec douceur, mais la petite fille avait déjà atteint la clôture et fixait Tonnerre avec une intensité troublante. Le temps sembla s'arrêter. Marcel aurait voulu l'éloigner, lui expliquer que certains animaux étaient trop endommagés, trop dangereux pour être approchés, surtout par une enfant aussi fragile que Léa, qui avait déjà traversé tant d'épreuves dans sa jeune vie. Depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture 2 ans auparavant, la petite vivait avec lui, trouvant refuge dans son amour pour les animaux. « Il est triste », déclara-t-elle simplement, ses grands yeux bleus ne quittant pas l'étalon. « Comme moi avant que tu m'apprennes à parler aux chevaux. » Marcel voulut protester, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Il observa, impuissant, sa petite fille se glisser entre les barreaux de la clôture malgré ses avertissements désespérés. Tonnerre releva brusquement la tête, ses oreilles plaquées en arrière, un signe que Marcel ne connaissait que trop bien. « Léa, reviens immédiatement !» Mais la petite fille avançait déjà dans la boue, lentement, la main tendue, murmurant des mots que Marcel ne pouvait entendre. Le vieil homme se précipita vers la barrière, prêt à intervenir quand l'impensable se produisit. Tonnerre, l'étalon que 3 entraîneurs professionnels avaient déclaré irrécupérable et dangereux, abaissa légèrement sa tête massive, ses naseaux frémissant à quelques centimètres des doigts minuscules de Léa. « Il sent la peur », dit Léa sans se retourner, sa voix étrangement mature. « Pas la sienne, grand-père, la nôtre. Il a appris que notre peur le rend monstrueux aux yeux des hommes. » Marcel resta figé, incapable de comprendre comment sa petite fille pouvait lire avec tant de justesse cet animal brisé. Pendant plusieurs minutes qui lui semblèrent une éternité, Léa et Tonnerre restèrent immobiles, engagés dans une communication silencieuse que le vieil homme ne pouvait déchiffrer. « Il n'ira pas à l'abattoir »,
déclara finalement Léa, se tournant vers son grand-père avec une détermination qui le prit au dépourvu. « Je sais que était ton intention, mais je ne le permettrai pas. »« Ma chérie, » soupira Marcel, « tu ne comprends pas. Ce cheval est brisé, ses jambes ne lui permettront jamais d'être monté correctement, et son comportement est imprévisible à cause des mauvais traitements qu'il a subis. Parfois, la mort est plus miséricordieuse. »« Non !» l'interrompit Léa avec une véhémence qui le fit sursauter. « Tu m'as toujours dit que rien n'est jamais vraiment brisé si on sait comment le réparer. Tu m'as réparé, moi, après l'accident. Je le réparerai, lui. » Marcel sentit les larmes lui monter aux yeux. Comment expliquer à une enfant les dures réalités de la vie? Comment lui faire comprendre que certaines blessures ne guérissent jamais complètement? « Tu as 3 mois, céda-t-il finalement, sachant au fond de lui que cette décision allait probablement lui coûter cher. 3 mois pour me prouver qu'il peut changer. Après ça, si je juge qu'il représente toujours un danger, nous devrons prendre une décision difficile. » Le sourire de Léa illumina son visage comme un rayon de soleil après l'orage. Elle se tourna à nouveau vers Tonnerre, posant délicatement sa petite main sur son museau. « Tu as entendu, Tonnerre? On a 3 mois pour leur montrer qui tu es vraiment. » Les jours qui suivirent furent marqués par une routine que Marcel observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Chaque matin, avant même que l'aube ne teinte le ciel de ses premières lueurs roses, Léa était déjà habillée, un carnet à la main, prête à consacrer chaque minute disponible avant l'école à son nouveau protégé. Le vieil homme la regardait depuis la fenêtre de la cuisine, une tasse de café fumant entre ses mains rugueuses, alors qu'elle s'asseyait simplement sur un tabouret à l'extérieur du paddock, parlant doucement à l'étalon méfiant qui se tenait à distance. « Elle va se décourager », murmura Hélène Moreau, la vétérinaire du village, venue examiner Tonnerre une semaine après son arrivée. « Ce cheval porte des cicatrices bien trop profondes, Marcel. Pas seulement celles qu'on voit sur son corps. » Marcel hocha silencieusement la tête, observant comment elle et Talon se cabraient et s'éloignaient chaque fois qu'Hélène tentait de s'approcher pour l'examiner. « Je n'ai jamais vu un cas aussi grave de maltraitance, » continua-t-elle, rangeant son stéthoscope inutilisé dans sa sacoche. Ces cicatrices sur ses flancs, probablement causées par des éperons trop acérés, et celle sur son garrot suggère qu'il a été monté alors même qu'il avait des blessures ouvertes. « Et ses jambes ?» demanda Marcel, sa voix trahissant son inquiétude. Hélène soupira. « Une malformation congénitale. Ses pattes sont au moins 10 cm plus courtes que la normale pour un cheval de son gabarit. C'est probablement pour ça qu'il a été maltraité. Quelqu'un a dû payer cher pour un étalon de cette lignée, pour découvrir ensuite qu'il était défectueux. » Marcel serra les poings. En 50 ans d'élevage, il avait vu des hommes faire des choses terribles à des chevaux, mais l'histoire de Tonnerre lui donnait la nausée. Et pourtant, « Regarde !» murmura Hélène, pointant du doigt vers le paddock. Léa avait posé son carnet et S était simplement assise dans l'herbe, dos au cheval, feuilletant un livre d'images. Pour la première fois depuis son arrivée, Tonnerre S était approché lentement, son attention captée par les pages colorées que tournait la petite fille. À une distance prudente, il avait tendu son long cou, ses naseaux frémissants. « Elle comprend instinctivement ce que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais », dit doucement Hélène. La patience est le seul langage que comprennent les âmes brisées. Les semaines passèrent et la patience de Léa commença à porter ses fruits. Un matin, Marcel fut témoin d'une scène qui lui serra le cœur. Sa petite fille était assise au milieu du paddock, parlant tranquillement à Tonnerre, qui, pour la première fois, se tenait à moins d'1 mètre d'elle, ses oreilles dressées avec curiosité. « Je sais ce que c'est, » l'entendit-il dire, « quand les gens te regardent différemment parce que tu es cassé à l'intérieur. » Marcel sentit les larmes lui monter aux yeux. Depuis l'accident, Léa avait dû affronter les regards apitoyés des villageois.
les chuchotements qui cessaient à son approche, cette façon dont les adultes inclinaient la tête avec compassion, comme si être orpheline la rendait fondamentalement différente des autres enfants. « Mais être différent n'est pas être moins », continua-t-elle, sortant une pomme de sa poche. « Grand-père dit que nos cicatrices racontent juste nos histoires, et ton histoire n'est pas finie, tonnerre. » À la surprise de Marcel, elle, Étalon, s'avança prudemment et prit délicatement la pomme des mains de Léa. Les jours devinrent des semaines, et lentement, le village commença à parler du miracle qui se produisait à la ferme des Dubois. La petite orpheline et le cheval condamné, une histoire qui semblait tout droit sortie d'un conte pour enfants. Marcel avait désormais l'habitude de voir des visages curieux apparaître à la clôture de son paddock. « Tu ne devrais pas la laisser faire », lui dit un jour François Laurent, propriétaire du haras voisin et concurrent de longue date. « Ce cheval est une catastrophe ambulante. Avec ses pattes, il ne pourra jamais participer à une compétition et avec son tempérament, il finira par la blesser. »« Peut-être, » répondit simplement Marcel, « mais il y a plus d'une façon de mesurer la valeur d'un cheval, François. » Un mois était écoulé depuis l'arrivée de Tonnerre et les changements étaient visibles. Son pelage, autrefois terne, commençait à retrouver son lustre naturel grâce aux soins quotidiens de Léa. Sa démarche restait maladroite, mais il semblait avoir gagné en assurance, comme s'il acceptait progressivement cette partie de lui-même qu'il ne pourrait jamais changer. Mais le plus remarquable était la transformation de Léa. La petite fille qui parlait à peine aux autres enfants, qui se réfugiaient dans le silence depuis la tragédie, avait retrouvé une voix, d'abord avec Tonnerre, puis progressivement avec les autres. Ses enseignants remarquèrent qu'elle levait à nouveau la main en classe, qu'elle souriait parfois dans la cour de récréation. Elle le guérit et il la guérit en retour, observa Hélène lors de sa visite suivante, regardant Léa brosser doucement le flanc de Tonnerre, parlant constamment à l'animal qui semblait boire ses paroles. Un après-midi, alors que la chaleur de juin pesait lourdement sur le village, Marcel fut témoin d'une scène qui lui coupa le souffle. Léa, assise dans l'herbe du paddock, s'était endormie, son livre d'histoire ouvert sur ses genoux. Et Tonnerre, le cheval que tout le monde avait jugé trop dangereux, s'était allongé à côté d'elle, son grand corps formant un demi-cercle protecteur autour de la petite silhouette. « Mon Dieu !» murmura Marcel, immobile devant ce tableau improbable. Ce soir-là, après avoir bordé Léa, Marcel sortit une vieille bouteille de cognac et s'assit sur la terrasse, contemplant les étoiles qui apparaissaient une à une dans le ciel de Provence. « Marie, dit-il doucement, s'adressant à sa défunte fille comme il le faisait souvent dans la solitude de la nuit. « Tu aurais été si fière d'elle, ta petite Léa. » Elle a cette lumière en elle, cette capacité à voir la beauté là où les autres ne voient que des défauts. Le lendemain, quand François revint avec 2 de ses associés pour voir le fameux cheval aux pattes courtes dont tout le village parlait, Marcel sentit une colère sourde monter en lui en entendant leur rire moqueur. « Regardez-moi cette démarche. »« On dirait qu'il a des talons hauts », s'exclama l'un d'eux, alors que Tonnerre trottait maladroitement dans le paddock. Ce qu'ils ne virent pas, était Léa, debout dans l'ombre de la grange, ses petits poings serrés, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, alors qu'elle entendait les hommes se moquer de son ami. « Aujourd'hui, c'est le grand jour, Tonnerre », chuchota Léa en glissant délicatement une brosse sur le flanc de Étalon. Le soleil, n'était pas encore levé, mais la détermination qui brillait dans les yeux de la petite fille aurait pu éclairer toute la Provence. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Tonnerre était arrivé à la ferme des Dubois. 2 mois pendant lesquels Léa avait consacré chaque minute disponible à gagner sa confiance. Désormais, l'Étalon la suivait partout dans le paddock comme un chien fidèle, acceptait ses caresses et avait même commencé à répondre à des commandes vocales simples. « Grand-père a invité Monsieur Laurent et ses amis à venir te voir, » continua-t-elle. «
sa voix trahissant une légère nervosité. On va leur montrer qu'ils ont tort, n'est-ce pas? Les oreilles de Tonnerre se dressèrent à son ton interrogatif, comme s'il comprenait parfaitement l'importance de cette journée. Marcel avait cédé aux supplications de sa petite fille et accepté d'organiser une petite démonstration. Les 3 mois d'essai étaient presque écoulés, et malgré les progrès évidents, le vieil homme Meun était toujours pas entièrement convaincu que garder Tonnerre était la bonne décision. Plus tard ce matin-là, alors que Marcel préparait le petit paddock de démonstration, il remarqua Hélène qui arrivait en avance, son visage habituellement serein, marqué par l'inquiétude. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda-t-elle sans préambule. Tonnerre n'a jamais été exposé à autant de personnes à la fois depuis son arrivée. Le stress pourrait déclencher des comportements imprévisibles. Marcel soupira, ajustant les dernières planches de la barrière. « Je sais, Hélène. Mais Léa est convaincue qu'il est prêt, et honnêtement, j'ai besoin de voir par moi-même s'il peut vraiment changer. Ce n'est pas juste un caprice d'enfant, tu sais, dit doucement Hélène, s'appuyant contre la clôture. J'ai observé leur travail ensemble. Tonnerre n'est plus le même animal qu'à son arrivée, mais ses instincts restent les mêmes, répondit Marcel, exprimant enfin sa plus grande crainte. Un cheval battu garde toujours cette peur enfouie, et la peur peut se transformer en danger en un instant. Au loin, ils aperçurent les voitures qui commençaient à arriver. Non seulement François Laurent et ses associés, mais il semblait que la moitié du village S était déplacée pour assister au spectacle. Marcel sentit son estomac se nouer. Cette démonstration était censée être un petit événement privé, pas un cirque. « Grand-père !» la voix de Léa résonna depuis la grange. « Ils sont trop nombreux. » « Tu avais promis que ce serait juste Monsieur Laurent et quelques personnes. » Marcel se précipita vers la grange pour trouver sa petite fille tremblante devant un Tonnerre visiblement agité, ses oreilles plaquées en arrière, ses naseaux frémissants. « Je sais, ma puce, je ne m'attendais pas à... Nous pouvons annuler si tu veux. » Léa regarda Tonnerre, puis les voitures qui continuaient d'arriver. Marcel vit dans ses yeux cette détermination farouche qu'elle tenait de sa mère. « Non, dit-elle finalement. Tonnerre et moi, on peut le faire. Il doit juste s'habituer d'abord. » La petite fille se tourna vers elle étalon, posant sa main sur son museau. « Ce sont juste des gens qui ne comprennent pas encore combien tu es spécial, » murmura-t-elle. « On va leur montrer, d'accord. » À midi, une trentaine de personnes S étaient rassemblées autour du paddock de démonstration, créant une atmosphère de fête de village improvisée. Marcel remarqua les regards sceptiques, les sourires moqueurs à peine dissimulés lorsque Léa mena finalement Tonnerre dans l'arène. Elle étalon, malgré sa démarche maladroite due à ses jambes trop courtes, portait la tête haute, une transformation remarquable par rapport à l'animal craintif arrivé 2 mois plus tôt. « Mesdames et messieurs, » commença Marcel, éclaircissant la gorge pour couvrir les murmures de la foule, « ma petite fille, Léa, voudrait vous montrer le travail qu'elle a accompli avec Tonnerre. » François Laurent, au premier rang, se pencha vers son voisin. « J'espère qu'il a une bonne assurance, » dit-il suffisamment fort pour que Marcel l'entende. « Quand ce monstre va paniquer, ça risque d'être sanglant. » Marcel serra les poings, mais se contint, reportant son attention sur Léa qui se tenait maintenant au centre de l'arène. Petite silhouette déterminée à côté de l'imposant étalon. Les premiers exercices se déroulèrent sans accroc. Tonnerre suivait Léa au pas, s'arrêtait sur commande vocale et acceptait même qu'elle lève ses sabots pour montrer les soins apportés à ses pieds. Un murmure admiratif parcourut l'assistance. « Maintenant, » annonça Léa d'une voix claire, « Tonnerre va vous montrer qu'avoir des jambes différentes ne l'empêche pas d'être gracieux. » Elle fit un petit signe de la main et à la stupéfaction générale, elle étalon commença à trotter en cercle autour d'elle. Sa démarche, bien qu'inhabituelle, avait une rythmique presque hypnotique. Pour la première fois, ses défauts semblaient devenir une qualité unique, une façon de se déplacer qui n'appartenait qu'à lui.
Des applaudissements spontanés éclatèrent, faisant sursauter Tonnerre. Ses oreilles se plaquèrent brusquement en arrière, et avant que quiconque puisse réagir, Étalon se cabra violemment, ses sabots antérieurs battant l'air. Léa, surprise par ce mouvement soudain, perdit l'équilibre et tomba en arrière, atterrissant lourdement dans la poussière de l'arène. Un cri collectif éleva de la foule. Marcel se précipita vers la barrière, le cœur battant à tout rompre. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. Au lieu de fuir ou de piétiner la petite fille, comme beaucoup le craignaient, Tonnerre s'immobilisa instantanément. Puis, dans un geste que personne n'aurait pu prévoir, Étalon se positionna au-dessus de Léa, son corps massif formant une barrière protectrice entre elle et la foule qui s'agitait. Un silence absolu s'abattit sur l'assemblée. Marcel, figé à mi-chemin entre la barrière et l'arène, n'osait plus respirer. Tonnerre, immobile au-dessus de Léa, maintint sa position protectrice, ses oreilles pivotant nerveusement pour surveiller les mouvements de la foule. La scène semblait suspendue dans le temps, comme une étrange sculpture vivante au milieu du paddock poussiéreux. « Personne ne bouge », ordonna Hélène d'une voix ferme mais calme, s'adressant à ceux qui s'apprêtaient à intervenir. « Il ne l'attaque pas, il la protège. » Sous la grande silhouette de Étalon, Léa se redressa lentement sur ses coudes. Son visage, au lieu d'afficher la peur que tous attendaient, rayonnait d'une confiance sereine. Elle leva une main prudente et toucha doucement le poitrail de Tonnerre. « Tout va bien, mon brave ?» murmura-t-elle assez fort pour que les premiers rangs l'entendent. « Je ne suis pas blessée, tu m'as juste surprise. » À ces mots, comme s'il comprenait parfaitement, Tonnerre fit un pas de côté permettant à la petite fille de se relever. La poussière qui couvrait sa salopette bleue et ses joues constellées de taches de rousseur ne pouvait masquer l'éclat de fierté dans ses yeux. Un homme dans la foule, Joseph Moreau, le boulanger du village et passionné de photographie, avait capturé l'instant précis où Tonnerre était positionné au-dessus de Léa. Le déclic de son appareil rompit le silence, suivi d'une vague de murmures stupéfaits. Marcel traversa finalement l'arène en quelques enjambées pour rejoindre sa petite fille, s'agenouillant devant elle pour vérifier qu'elle ne était pas blessée. « Je vais bien, grand-père », assura Léa avec un sourire tranquille. Tonnerre m'a protégé. Il pensait que les applaudissements étaient un danger. François Laurent, dont le visage affichait maintenant une expression indéchiffrable, s'avança jusque à la barrière. « Dans 40 ans d'élevage, dit-il lentement, je n'ai jamais vu un comportement comme celui-ci. Un cheval ordinaire se serait enfui après s'être cabré, surtout un animal avec un passé de maltraitance. » Hélène, qui les avait rejoints dans l'arène, hocha la tête. « Ce n'est pas un comportement instinctif et qu'un, c'est une réaction presque humaine. Il a fait un choix conscient de la protéger. » La démonstration, qui avait failli tourner au désastre, se transforma en quelque chose de bien plus significatif. Les spectateurs, d'abord venus par curiosité ou scepticisme, regardèrent maintenant l'étrange duo avec un respect nouveau. « Continuons », déclara Léa, reprenant sa position au centre de l'arène, une main posée avec assurance sur l'encolure de Tonnerre. Ce qui suivit laissa l'assistance sans voix. Avec une série de commandes vocales à peine audibles et de légers touchés, Léa guida Tonnerre à travers des exercices de plus en plus complexes. Étalon, visiblement plus détendu après l'incident, exécutait chaque mouvement avec une grâce surprenante malgré ses jambes disproportionnées. « Elle n'utilise ni cravache ni mort », remarqua François, s'adressant à Marcel qui était revenu s'appuyer contre la barrière. Comment a-t-elle réussi ça en seulement 2 mois? Marcel, dont la poitrine gonflait maintenant de fierté, secoua doucement la tête. Elle ne l'a pas dressée, François. Elle a gagné sa confiance, et la confiance d'un animal vaut tous les harnachements du monde. À la fin de la démonstration, les applaudissements furent chaleureux mais contrôlés, les spectateurs ayant compris l'importance de ne pas effrayer à nouveau Tonnerre.
Léa, rayonnante, fit une petite révérence avant de guider elle et Talon hors de l'arène. Alors que la foule commençait à se disperser, Joseph Moreau s'approcha de Marcel, son appareil photo à la main. « De cette image, dit-il en montrant l'écran numérique, est extraordinaire. Elle dit tout. » La photographie montrait Tonnerre, majestueux malgré ses pattes courtes, debout au-dessus de Léa. L'angle capturait parfaitement la posture protectrice de l'animal et l'absence totale de peur sur le visage de la fillette. C était une image de confiance absolue, un instant de vérité pure entre deux êtres que tout semblait séparer. « J'aimerais votre permission pour l'envoyer au concours régional de photographie, continua Joseph. Le thème cette année est « Connexion inattendue ». Marcel n'eut pas le temps de répondre. François Laurent, qui avait rejoint leur petit groupe, regardait la photographie avec une expression pensive. « Tu sais, ce qui serait vraiment impressionnant ?» dit-il en se tournant vers Marcel. « Présenter ce cheval au Festival équestre de Saint-Rémy le mois prochain. » Marcel laissa échapper un rire incrédule. « Le Festival de Saint-Rémy ? Tu plaisantes ? C'est l'un des événements les plus prestigieux de la région. Les meilleurs chevaux de Provence y sont présentés. » Exactement, confirma François, son regard alternant entre la photo sur l'écran et Léa qui menait Tonnerre vers l'abreuvoir. Ce serait une première. Un cheval aux jambes difformes, présenté par une enfant de 10 ans, imagine l'impact ou l'humiliation, répliqua Marcel, soudain protecteur. Je ne laisserai pas ma petite fille et son cheval devenir un spectacle pour amuser la galerie. Tu te trompes, intervint Hélène, qui avait écouté la conversation. Ce ne serait pas une moquerie, ce serait une révolution. Une chance de montrer que la valeur d'un cheval ne se mesure pas à la longueur de ses jambes, tout comme celle d'un être humain ne se mesure pas à sa capacité à se conformer aux attentes. Marcel soupira, passant une main fatiguée sur son visage buriné par des décennies de travail au soleil. Vous ne comprenez pas, Tonnerre a fait d'énormes progrès, mais il reste imprévisible. Le festival attire des centaines de personnes, avec la musique, les applaudissements, le chaos. C'est un environnement complètement différent de notre petite démonstration. C'est pourquoi il nous reste 1 mois pour le préparer, dit François avec une conviction surprenante. Je peux t'aider, Marcel. J'ai des installations d'entraînement que tu pourrais utiliser, des méthodes pour habituer progressivement un cheval à la foule et au bruit. Marcel observa son vieil ami avec suspicion. Pourquoi ce changement soudain? Ce matin encore, tu pensais que ce cheval était une erreur de la nature. Le regard de François s'adoucit, perdant son habituelle dureté compétitive. Peut-être que ta petite fille m'a rappelé pourquoi j'ai commencé à travailler avec les chevaux en premier lieu. Pas pour les rubans ou les trophées, mais pour ces moments. Il pointa l'écran où l'image de Tonnerre protégeant Léa brillait toujours. Ces moments de connexion pure qui défient toute logique. Ce soir-là, après que tous les visiteurs eurent quitté la ferme, Marcel s'assit avec Léa sur le vieux banc de bois qui faisait face au paddock. Tonnerre, épuisé par les émotions de la journée, dormait paisiblement, ses jambes repliées sous son grand corps. « Alors, commença Marcel, que dirais-tu de montrer Tonnerre au festival de Saint-Rémy ?» Les semaines qui suivirent transformèrent la paisible ferme des Dubois en un centre d'entraînement improvisé. Fidèle à sa parole, François avait apporté son expertise et son équipement, transformant le paddock principal en une réplique miniature de l'arène du festival de Saint-Rémy. Marcel, toujours méfiant mais résigné, avait accepté de donner une chance à ce projet fou, porté par l'enthousiasme débordant de sa petite fille. « Aujourd'hui, on va essayer avec la musique », annonça François un matin, déposant un gros haut-parleur à l'entrée de l'arène. Au festival, l'orchestre joue pratiquement sans interruption. Tonnerre doit s'y habituer. Léa, qui tressait soigneusement la crinière de et Talon, hocha la tête avec détermination. Le programme d'entraînement intensif qu'avait conçu François l'obligeait à se lever chaque jour à l'aube.
Mais la petite fille n'avait jamais émis la moindre plainte. Pour elle, chaque minute passée avec Tonnerre était un cadeau. « Je pense qu'il est prêt », dit-elle avec une assurance qui surprit les deux hommes. Le premier morceau, une valse douce, ne sembla pas déranger Tonnerre outre mesure. Les oreilles dressées, il suivait Léa à travers l'arène, exécutant parfaitement les figures qu'ils avaient répétées inlassablement. « Augmente le volume », ordonna François à Marcel, qui contrôlait la sono. « Au festival, ce sera beaucoup plus fort. » Dès que la musique s'intensifia, le changement fut immédiat. Tonnerre se figea, ses muscles se tendirent visiblement sous son pelage luisant, ses oreilles se plaquèrent en arrière, et un frémissement parcourut son corps massif. « Baisse le son !» cria Léa, sentant la panique monter chez son compagnon. Trop tard. Avec un hennissement terrifié, Tonnerre se cabra violemment avant de partir au galop, tournant frénétiquement dans l'arène comme un animal traqué. Sa démarche, déjà maladroite en temps normal, devenait franchement dangereuse à cette vitesse, ses jambes trop courtes peinant à supporter son poids dans ce mouvement affolé. « Il va se blesser !» s'écria Marcel, se précipitant pour ouvrir la barrière. « Non !» François l'arrêta d'un geste. « Regarde !» Au milieu de l'arène, Léa était restée parfaitement immobile. Alors que Tonnerre passait près d'elle dans sa course effrénée, la petite fille commença à chanter. Sa voix claire et enfantine s'éleva au-dessus du chaos, une berceuse simple que sa mère lui chantait autrefois pour chasser les cauchemars. Le miracle se produisit presque instantanément. Tonnerre ralentit, ses oreilles pivotant vers la source de cette mélodie familière. À chaque tour, il réduisait sa vitesse jusqu'à finalement s'arrêter complètement devant Léa, ses flancs luisants de sueur, sa respiration haletante. « Tu vois » murmura-t-elle en posant son front contre celui de l'animal, « ce n'est que de la musique, elle ne peut pas te faire de mal. » François et Marcel échangèrent un regard stupéfait. « Cet enfant » souffla François, « a une connexion avec ce cheval que je n'ai jamais vu en 4 décennies de équitation. » Les jours s'enchaînèrent, chacun apportant son lot de défis et de petites victoires. Hélène, devenue une visiteuse régulière, travaillait sur les aspects médicaux, s'assurant que les anciennes blessures de Tonnerre ne le faisaient pas souffrir pendant l'entraînement intensif. Elle avait même conçu des protections spéciales pour ses jambes, compensant partiellement leur longueur insuffisante. La photo a été sélectionnée pour la finale du concours, annonça Joseph Moreau une semaine avant le festival, brandissant une lettre officielle. Ils veulent l'exposer pendant l'événement. Cette nouvelle renforça la détermination de l'équipe, mais les obstacles restaient nombreux. Malgré tous leurs efforts, Tonnerre continuait de paniquer face à certains stimuli imprévisibles, les applaudissements soudains, les mouvements brusques, les objets brillants qui rappelaient peut-être les instruments utilisés pour le maltraiter. « Je ne sais pas si on y arrivera à temps », soupira Marcel un soir, alors que Léa était montée se coucher après une journée particulièrement difficile. L'entraînement avait été interrompu lorsqu'un visiteur avait fait claquer accidentellement la porte de son véhicule, déclenchant chez Tonnerre une réaction de terreur qui avait pris presque 1 heure à calmer. « Ne sous-estime pas ta petite fille », répondit François, sirotant le café que Marcel venait de lui servir. « Ni ce cheval. Ils me surprennent chaque jour. » La veille du festival, une tension palpable régnait à la ferme. Les bagages étaient prêts. Le van de transport emprunté à François attendait dans la cour. Il ne restait qu'une dernière séance d'entraînement, une répétition générale que Marcel avait organisée avec l'aide des villageois pour simuler l'ambiance du festival. Une vingtaine de personnes étaient rassemblées autour de l'arène, munies de tout ce qui pourrait créer du bruit, applaudissements, cris d'encouragement, même quelques casseroles pour les plus enthousiastes. La musique jouait à plein volume, des drapeaux colorés flottaient au vent. Tout ce qui pourrait potentiellement effrayer Tonnerre avait été réuni pour ce test final.
Léa, vêtue de la tenue qu'elle porterait le lendemain, une simple robe bleue avec un ruban assorti dans ses cheveux, mena Tonnerre au centre de l'arène. Elle et Talon, bien que visiblement nerveux, gardaient la tête haute. « Vous êtes prêts ?» demanda Marcel à la foule. « Alors faites du bruit. » Ce qui suivit fut un véritable déluge sonore et visuel. Et au milieu de ce chaos orchestré comme une île de calme parfait, Léa et Tonnerre exécutèrent leur routine sans la moindre hésitation. Elle et Talon, ses jambes trop courtes portant fièrement son corps puissant, dansaient littéralement autour de la fillette, répondant au moindre de ses gestes avec une précision stupéfiante. Quand ils eurent terminé, le silence retomba brutalement sur l'assemblée, rapidement rompu par une salve d'applaudissements sincères. « Je pense, » dit François avec un sourire rare, « que Saint-Rémy ne sait pas ce qui l'attend. » L'aube se levait à peine sur les collines de Provence quand le petit convoi quitta la ferme des Dubois. Marcel conduisait le van emprunté avec François à ses côtés surveillant la carte. Dans la cabine arrière, Léa était assise près de la petite fenêtre qui donnait sur le compartiment de Tonnerre, lui parlant doucement pour le rassurer à chaque virage. « Il n'aime pas être enfermé », avait-elle expliqué la veille, pendant qu'il préparait le véhicule avec de la paille fraîche et des protections rembourrées. Les précédents propriétaires le gardaient dans un box trop petit quand il ne le battait pas. La route vers Saint-Rémy-de-Provence serpentait à travers des paysages sublimes que personne n'avait le cœur d'admirer. La tension était palpable, chacun perdu dans ses propres préoccupations. Marcel serrait le volant si fort que ses jointures en étaient blanches, imaginant 1000 scénarios catastrophiques. François consultait frénétiquement son téléphone, vérifiant les derniers détails administratifs de l'inscription. Et Léa, malgré son apparente sérénité, tremblait légèrement, sa main ne quittant pas la crinière de Tonnerre à travers la petite ouverture. « On arrive », annonça finalement Marcel après 2 heures de route. « Mon Dieu !» L'ampleur de l'événement dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Le festival équestre de Saint-Rémy était l'un des plus prestigieux de France, et cette année semblait battre tous les records d'affluence. Des centaines de voitures étaient déjà alignées dans le parking temporaire. Des stands colorés bordaient l'allée principale menant à l'immense arène. Des bannières flottaient au vent et une cacophonie de hennissements, d'annonces au microphone et de musique emplissait l'air. « Comment Tonnerre va-t-il supporter tout ça ?» murmura Marcel, regrettant soudain d'avoir cédé à ce projet fou. François posa une main rassurante sur son épaule. « Rappelle-toi ce qu'il a accompli à l'entraînement. Et puis, nous avons un plan. » Le plan en question avait été minutieusement élaboré. Ils avaient obtenu une autorisation spéciale pour installer Tonnerre à l'écart des autres chevaux, dans un enclos temporaire à proximité d'une petite zone boisée qui offrait un peu de tranquillité. Hélène les y attendait déjà, ayant fait le trajet plus tôt pour préparer l'espace. « Comment s'est passé le voyage ?» demanda-t-elle tandis qu'il manœuvrait le van jusqu'à l'emplacement réservé. « Mieux que prévu », répondit Léa en sautant du véhicule, ses yeux brillants d'excitation malgré sa nervosité. Tonnerre a été très courageux. Le déchargement fut une épreuve en soi. Elle et Talon, sentant l'agitation environnante, hésita longuement avant de poser un sabot sur la rampe. Ses naseaux frémissaient, captant les odeurs inconnues, ses oreilles pivotaient dans toutes les directions, analysant les sons étrangers. « Viens, mon brave !» encouragea Léa, tenant fermement mais doucement la longe. « C'est comme à la maison, mais avec plus de monde, c'est tout. » Après ce qui sembla une éternité, Tonnerre descendit finalement du van, ses jambes trop courtes négociant prudemment la pente de la rampe. Dès qu'il toucha le sol, ses muscles se tendirent visiblement, prêts à fuir au moindre danger. « Regardez ça !» lança une voix moqueuse depuis le chemin adjacent. Quelqu'un a amené un poney déguisé en cheval. Un petit groupe de jeunes cavaliers S était arrêté pour observer l'étrange équipage.
Leur uniforme impeccable aux couleurs de l'école équestre de Marseille contrastait singulièrement avec la simplicité de Léa dans sa petite robe bleue. Marcel fit un pas en avant, prêt à défendre sa petite fille, mais François l'arrêta d'un geste. « Laisse », murmura-t-il. « Ils ne seront pas les derniers à se moquer aujourd'hui. Ils devront apprendre à gérer ça. » Léa, qui avait parfaitement entendu les remarques, ne broncha pas. Son attention restait entièrement focalisée sur Tonnerre, dont la nervosité augmentait sensiblement. « Ne les écoute pas », chuchota-t-elle à l'oreille de El Étalon. « Mais ils ne savent pas encore qui tu es vraiment. » Une fois Tonnerre installé dans son enclos, avec de l'eau fraîche et du foin, la petite équipe se réunit pour finaliser leur stratégie. « Votre passage est prévu à 15h30, expliqua François, consultant le programme officiel. C'est plutôt bien, ni trop tôt quand tout le monde est encore frais et bruyant, ni trop tard quand la fatigue rend le public imprévisible. Catégorie présentation libre, lut Marcel par-dessus son épaule. Ça veut dire quoi, exactement? Ça veut dire que nous ne sommes pas jugés selon les critères habituels des concours, répondit François. Pas de notes techniques, pas de figures imposées. C'est la relation entre le cavalier et sa monture qui est évaluée, la fluidité, l'harmonie. Mais Léa ne va pas monter. Tonnerre, interrompit Marcel inquiet. C'est bien trop risqué. Et ce n'est pas nécessaire, confirma François. La présentation libre peut se faire en liberté sans cavalier. C'est même souvent plus impressionnant. Hélène, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. J'ai parlé avec le vétérinaire du festival. Il viendra examiner Tonnerre avant la présentation pour s'assurer qu'il est apte à participer. J'ai déjà expliqué sa particularité physique. Un silence pensif s'installa. La réalité de la situation les rattrapait. Ils étaient sur le point de présenter un cheval aux jambes difformes, au passé traumatique, devant des centaines de passionnés d'équitation et d'experts venus voir l'excellence. Le doute s'insinuait dans leurs esprits. « Et si on se trompait ?» articula finalement Marcel, donnant voix à la crainte qui les habitait tous. « Et si nous soumettons Tonnerre à un stress inutile pour rien ?» Léa, qui caressait doucement l'encolure de l'étalon à travers la barrière de l'enclos, se tourna vers les adultes. « Regardez-le », dit-elle simplement. Tonnerre, malgré l'environnement inconnu et stressant, avait adopté une posture étonnamment détendue. Sa tête baissée à hauteur de Léa, il semblait puiser dans sa présence une confiance qui défiait toute logique. « Ce n'est pas pour prouver quelque chose aux autres que nous sommes ici », continua la petite fille avec une sagesse qui dépassait largement son âge. « C'est pour lui montrer qu'il n'a plus à avoir peur du monde. » Les heures qui précédèrent leur passage furent consacrées à maintenir Tonnerre dans cet état de calme relatif. Léa ne le quitta pas un instant, lui parlant continuellement, reprenant leurs exercices de respiration synchronisés qui avaient fait des merveilles durant l'entraînement. Marcel et François se relayaient pour aller observer la compétition, revenant avec des informations précieuses sur l'ambiance, les réactions du public, la disposition de l'arène. À 14h30, le vétérinaire officiel, un homme corpulent nommé Dr Beaumont, vint examiner Tonnerre. Son front se plissa instantanément à la vue des jambes de l'étalon. « C'est congénital ?» demanda-t-il, palpant soigneusement les membres antérieurs de l'animal. « Oui », confirma Hélène. « Une hypoplasie des os longs. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune douleur associée, juste une adaptation de sa démarche. » Le docteur Beaumont hocha lentement la tête, son expression indéchiffrable. Il poursuivit son examen méthodiquement, s'attardant sur les anciennes cicatrices. « Ces marques, murmura-t-il, traçant du doigt une longue balafre sur le flanc de Tonnerre, ne sont pas accidentelles. Non, admit Marcel, il a été maltraité avant d'arriver chez nous. » Le vétérinaire se redressa finalement, rangeant son stéthoscope. Son regard parcourut une dernière fois le grand corps de Tonnerre, s'arrêtant sur ses jambes disproportionnées, puis sur Léa qui attendait anxieusement son verdict. « Je devrais le disqualifier »,
dit-il enfin, pour son bien. Un cheval avec une telle conformation ne devrait pas être soumis au stress d'une compétition. Les mots du docteur Beaumont tombèrent comme une sentence. Le silence qui suivit fut rompu seulement par le bruit distant des applaudissements provenant de la grande arène. Marcel ferma les yeux, une vague de défaite le submergeant. Tant d'efforts, tant d'espoir, pour en arriver là. « S'il vous plaît !» La voix de Léa S. éleva, petite mais déterminée. « Regardez-le vraiment !» Le vétérinaire baissa les yeux vers la fillette qui se tenait maintenant entre lui et Tonnerre, comme pour protéger l'animal d'un nouveau rejet. « Petite, je comprends ton attachement, mais il y a des règles, des standards. Ce cheval a des malformations qui... » « Ce n'est pas un défaut, interrompit Léa, ses yeux bleus brillants d'une intensité surprenante. C'est juste sa façon de être. Et il peut faire des choses que les autres chevaux ne peuvent pas faire. » Docteur Beaumont soupira, visiblement mal à l'aise. Il jeta un regard vers Hélène, cherchant un soutien professionnel. « Docteur, » intervint celle-ci, « je suis d'accord qu'en temps normal, un cheval avec cette conformation ne devrait pas participer à une compétition. Mais ce cas est exceptionnel. » Elle sortit son téléphone et montra au vétérinaire la célèbre photo de Tonnerre protégeant Léa. Cet animal a développé une connexion et des comportements qui défient nos connaissances habituelles en éthologie équine. François s'avança à son tour. Nous ne demandons pas qu'il soit jugé selon les standards habituels. Nous voulons juste montrer qu'un cheval destiné à l'abattoir, un animal que tous avaient abandonné, peut encore trouver sa place et sa dignité. Le docteur Beaumont observa longuement l'image sur le téléphone, puis reporta son attention sur Tonnerre qui se tenait paisiblement derrière Léa, comme s'il comprenait que son sort se jouait en cet instant. « Je n'ai jamais vu ça », murmura-t-il, pointant, elle, écran. Un comportement de protection aussi délibéré. Il resta silencieux pendant ce qui sembla une éternité, puis hocha lentement la tête. « D'accord, je vous autorise à participer, mais à une condition. » Il se tourna vers Léa. « Au moindre signe de détresse chez cet animal, vous quittez immédiatement l'arène. Est-ce clair ?» Le visage de Léa s'illumina d'un sourire radieux. « Très clair, monsieur. » « Merci infiniment. » Alors que le vétérinaire s'éloignait, Marcel s'approcha de sa petite fille, posant une main sur son épaule. « Tu te rends compte de ce qui nous attend? Là-bas, dans cette arène, il n'y aura pas que des gens bienveillants. Certains pourraient se moquer, rire. »« Je sais, » répondit Léa, caressant doucement l'encolure de Tonnerre. « Mais nous aussi, on sait quelque chose qu'ils ignorent. Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Marcel, intrigué par l'assurance tranquille de l'enfant, que parfois ce sont nos différences qui font notre force. À 15h15, le moment était venu de se diriger vers l'arène. François avait négocié avec les organisateurs pour que Tonnerre puisse emprunter un chemin moins fréquenté, évitant ainsi la foule du parcours principal. Même avec cette précaution, le trajet fut une épreuve de chaque instant. Les étalons sursautaient au moindre bruit inattendu. Ses muscles se contractaient à chaque nouvelle vision. Léa ne cessait de lui parler, sa petite main toujours en contact avec son encolure, comme un fil invisible qui les reliait. « C'est comme à la maison, Tonnerre, juste un peu plus grand, un peu plus bruyant. Mais je suis là, et tu es mon brave, mon magnifique brave. » Quand ils atteignirent enfin l'entrée des participants, une nouvelle épreuve les attendait. Les autres concurrents, des cavaliers professionnels montant des chevaux de race d'une valeur inestimable, les dévisagèrent avec des expressions allant de la surprise à la franche moquerie. « C'est quoi cette blague ?» lança un homme en costume D, équitation impeccable, désignant les jambes de Tonnerre. « Ils acceptent vraiment n'importe quoi maintenant. Silence, Étienne !» réprimanda sévèrement une femme élégante à ses côtés. « Ce n'est qu'une enfant. » Mais le mal était fait. Tonnerre, toujours extraordinairement sensible à l'atmosphère environnante, perçut l'hostilité.
Ses oreilles se plaquèrent en arrière et son corps tout entier se tendit comme une corde de violon. « Oh non !» murmura Marcel, reconnaissant les signes d'une crise imminente. « Léa, peut-être devrions-nous… » « Non !» La réponse de sa petite fille fut instantanée et catégorique. « Nous ne partirons pas, pas maintenant !» Elle se plaça devant Tonnerre, plongeant son regard dans celui de l'animal paniqué. Puis, à la stupéfaction des spectateurs rassemblés, elle commença à chanter. La même berceuse qu'elle utilisait toujours dans les moments critiques, sa voix claire, élevant doucement, créant une bulle de calme au milieu du chaos. Progressivement, miracle après miracle, Tonnerre se détendit. Ses oreilles reprirent leur position normale, sa respiration ralentit. Il baissa sa tête massive jusqu'à ce que son front touche celui de Léa, dans ce geste de connexion profonde qui était devenu leur rituel. Un silence respectueux était tombé sur le groupe de concurrents qui observaient la scène. « C'est incroyable !» chuchota quelqu'un. « Comment fait-elle ça ?» À 15h25, l'annonce retentit dans les haut-parleurs. Prochain participant dans la catégorie présentation libre, Léa Dubois avec Tonnerre, de Saint-Martin-de-Provence. François, qui était parti en éclaireur, revint en courant. « L'arène est pleine à craquer », annonça-t-il essoufflé. La photo a fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde veut voir le cheval protecteur et la petite fille. Marcel sentit son estomac se nouer. Est-ce une bonne chose, toute cette attention? Trop tard pour reculer, répondit François, ajustant le ruban bleu dans les cheveux de Léa. Vous êtes prêts, tous les deux? La petite fille hocha solennellement la tête, puis se tourna vers son grand-père. Quoi qu'il arrive là-dedans, je veux que tu saches que je suis fier de Tonnerre et que maman aurait été fière aussi. Marcel dut se détourner un instant, submergé par l'émotion. Quand il retrouva sa voix, il se contenta de dire « Montre-leur qui il est vraiment, ma puce ». L'entrée dans l'arène fut un moment que nul n'oublierait. Le soleil de l'après-midi baignait le sable doré d'une lumière presque irréelle. Les gradins étaient effectivement remplis à capacité maximale, des centaines de paires d'yeux fixés sur l'étrange duo qui pénétrait lentement dans l'espace. Un murmure parcourut la foule à la vue des jambes disproportionnées de Tonnerre, rapidement suivi d'un silence curieux. Léa, diminutive dans sa simple robe bleue, marchait à côté de l'imposant étalon baie, sans licol, sans longe, rien pour le contrôler physiquement. Ils avançaient simplement côte à côte, comme deux amis en promenade. « Mesdames et messieurs, » annonça le présentateur, « nous avons aujourd'hui une présentation un peu particulière. Léa Dubois, 10 ans, et Tonnerre, un étalon au parcours hors du commun. » Il y eut quelques rires étouffés dans le public lorsque Tonnerre s'arrêta au centre de l'arène. Sa démarche maladroite, plus évidente que jamais dans cet espace immense. Marcel, debout avec François et Hélène à l'entrée des participants, sentait son cœur battre à tout rompre. « Faites qu'il ne panique pas », pria-t-il intérieurement. « Faites qu'il reste calme. » Léa, visiblement imperméable à la pression, fit face au jury composé de 3 experts équestres à l'air sévère. Elle exécuta une petite révérence, puis se tourna vers Tonnerre. « On y va, mon brave !» l'entendit-on chuchoter dans le micro d'ambiance placé au centre de l'arène. « Montre-leur qui tu es !» Le silence qui régna soudain sur l'immense arène était presque surnaturel. Même le vent semblait retenir son souffle. Tous les regards étaient fixés sur cet improbable duo. Une fillette de 10 ans aux côtés d'un cheval dont la silhouette disharmonieuse défiait tous les canons de beauté équestre. Léa prit une profonde inspiration. C'était maintenant que tout se jouait. Des semaines d'entraînement, de patience infinie, de confiance construite, fragment par fragment, tout convergeait vers ce moment. La musique commença doucement. Une mélodie de piano simple que Marcel avait spécialement choisie. Des notes cristallines qui s'élèvent, hésitantes d'abord, puis de plus en plus assurées, comme le parcours même de Tonnerre.
À la première note, l'étalon dressa les oreilles, son corps entier s'immobilisant dans une tension visible. Pendant un instant terrible, Marcel crut que tout était perdu. Puis, comme par magie, la petite main de Léa se posa sur son encolure et Tonnerre expira profondément. « Va !» chuchota-t-elle, si bas que seuls les premiers rangs purent l'entendre. Ce qui suivit laissa l'assemblée sans voix. Tonnerre s'éloigna de Léa à pas mesurés, commençant à décrire un large cercle autour d'elle. Ces mouvements, que beaucoup auraient qualifiés de maladroits ou disgracieux en temps normal, semblaient soudain dotés d'une étrange beauté. Ses pattes trop courtes ne traînaient plus sur le sol comme un défaut honteux. Elle touchait le sable avec une précision délibérée, créant un rythme hypnotique qui s'accordait parfaitement à la musique. « C'est incroyable », murmura François, serrant inconsciemment le bras de Marcel. Il compense sa démarche en ajustant tout son corps. Regarde comment il utilise son encolure, ses épaules. En effet, ce que la foule observait naine n'était pas la performance d'un cheval handicapé s'efforçant d'imiter ses congénères normaux, mais celle d'un animal qui avait créé sa propre façon de se mouvoir, unique et parfaitement adaptée à sa conformation singulière. Au centre de ce manège improvisé, Léa restait immobile, tournant seulement pour maintenir son regard connecté à celui de Tonnerre. Pas de commande vocale, pas de geste ostentatoire, juste ce lien invisible, cette conversation silencieuse que tout le monde pouvait désormais percevoir. La musique s'intensifia et avec elle, le tempo des mouvements de Tonnerre. Il réduisit progressivement le diamètre de son cercle, s'approchant de Léa en une spirale parfaite. Dans les gradins, les spectateurs retenaient leur souffle collectivement. C'est alors que l'incident se produisit. Quelque part dans les tribunes, un flash d'appareil photo explosa, violant l'interdiction formelle qui avait été énoncée avant la présentation. Tonnerre sursauta violemment, ses oreilles se plaquant contre son crâne. Un murmure d'inquiétude parcourut la foule. Marcel fit un pas instinctif vers l'avant, mais François le retint fermement. « Attends » souffla-t-il. « Regarde » Au centre de l'arène, Léa n'avait pas bronché. Alors que Tonnerre commençait à montrer des signes évidents de panique, tournant nerveusement sur lui-même, la petite fille ferma simplement les yeux et commença à chanter. Sa voix, amplifiée par le micro d'ambiance, se qu'éleva claire et pure au-dessus du brouhaha montant. La berceuse, celle-là même qui avait tant de fois ramené Tonnerre du bord de la terreur, agit comme un sortilège. Elle, étalon, s'immobilisa, tremblant encore, mais attentif. Ses oreilles pivotèrent vers Léa, toute son attention reconcentrée sur elle. Dans les gradins, un silence stupéfait s'installa à nouveau. Ce qu'il voyait défiait toute logique équestre conventionnelle. Un cheval au bord de la panique, choisissant délibérément de faire confiance, de se calmer, de revenir. Léa rouvrit lentement les yeux et tendit la main vers Tonnerre. Pendant un instant suspendu entre crainte et espoir, l'animal resta figé. Puis, dans un mouvement d'une grâce surprenante, il s'avança et posa son front contre la paume ouverte de l'enfant. Une exclamation collective « S » éleva des tribunes, pas des applaudissements, pas encore, mais ce son que produit une foule saisie d'émerveillement. La musique reprit, et avec elle, une nouvelle phase de leur présentation. Cette fois, c'était Léa qui se déplaçait, dansant autour de Tonnerre, qui pivotait sur lui-même pour maintenir ce contact visuel constant. Ils exécutèrent ainsi une chorégraphie que nul n'aurait cru possible. L'enfant et le cheval, aux jambes trop courtes, créant ensemble une danse qui transcendait les limitations physiques et les conventions. Quand vint le moment culminant de leur numéro, Léa s'arrêta face à Tonnerre et fit un simple geste de la main. Elle, étalon, répondant à ce signal invisible pour la plupart des spectateurs, se cabra doucement, non pas dans un geste de rébellion ou de peur comme autrefois, mais dans une posture majestueuse, ses antérieurs repliés avec une précision étonnante.
C'est exactement la position qu'il avait prise pour la protéger ce jour-là, chuchota Hélène, des larmes non dissimulées coulant sur ses joues. En effet, l'image était saisissante. Tonnerre, cabré au-dessus de Léa, recréant volontairement cette posture protectrice qui avait été capturée dans la photo désormais célèbre. Lorsqu'il redescendit, Léa s'inclina devant lui, puis ensemble, ils firent face au jury et au public dans un salut final, alors que les dernières notes de musique S évanouissaient. Le silence qui suivit dura à peine une seconde, avant d'être brisé par une ovation assourdissante. La foule entière était debout, applaudissant avec une ferveur que même les plus grands champions du festival n'avaient pas suscité. Des exclamations, des sifflets d'admiration, des cris de joie, l'arène tout entière vibrait de cette reconnaissance collective. Dans la tribune du jury, les 3 experts équestres échangeaient des regards stupéfaits, leurs notes oubliées devant le spectacle auquel ils venaient d'assister. Léa, semblant presque surprise par cette réaction, fit une petite révérence avant d'enlacer le cou de Tonnerre qui restait remarquablement calme malgré le tumulte environnant. Sa métamorphose était complète, de bête apeurée à artiste confiant, capable de supporter l'admiration d'une foule qu'il aurait fui quelques semaines auparavant. Marcel, incapable de contenir son émotion plus longtemps, se précipita dans l'arène, suivi de près par François et Hélène. Il souleva sa petite fille dans ses bras, la faisant tournoyer dans un rare élan d'exubérance. « Tu as réussi, ma puce !» écria-t-il par-dessus le vacarme des applaudissements. « Vous avez réussi tous les deux !» Léa riait, ce rire d'enfant insouciant que Marcel n'avait plus entendu depuis la mort de ses parents. Lorsqu'il la reposa, elle se tourna immédiatement vers Tonnerre, passant ses petits bras autour de son museau. « Tu as été parfait », l'entendit-il murmurer à l'étalon, « exactement comme je savais que tu serais. » Étienne, le cavalier qui était moqué d'eux plus tôt, fendit la foule pour les rejoindre, son expression hautaine remplacée par un respect évident. « Comment » commença-t-il, manifestement troublé, cherchant ses mots. « Comment avez-vous réussi à établir une telle connexion? Je n'ai jamais vu ça en 20 ans de compétition. » Léa sourit, caressant l'encolure de Tonnerre. « On a juste appris à se faire confiance et à ne pas avoir peur d'être différent. » Le président du jury s'approcha à son tour, son visage austère adouci par l'émotion. « Jeune fille, » dit-il solennellement, « ce que vous venez de nous montrer dépasse largement le cadre de notre humble compétition. Ce n'est pas une question de technique ou de standard, c'est une leçon sur la nature même de la relation entre l'homme et le cheval. » Il jeta un regard vers les tribunes où le public continuait d'acclamer, puis revint à Léa et Tonnerre. « D'où je pense pouvoir parler au nom de mes collègues en disant que nous avons été témoins aujourd'hui de quelque chose de véritablement extraordinaire. » La cérémonie de remise des prix du Festival de Saint-Rémy était traditionnellement un événement solennel, rythmé par un protocole rigoureux établi depuis des décennies. Mais ce jour-là, toutes les conventions furent balayées par une vague d'enthousiasme sans précédent. Le prix spécial du jury, créé exceptionnellement cette année, est décerné à Léa Dubois et Tonnerre, pour nous avoir rappelé que la véritable excellence équestre ne se mesure pas aux standards conventionnels, mais à la profondeur du lien entre l'homme et le cheval. Quand Léa s'avança sur le podium, Tonnerre toujours à ses côtés sans licol ni longe, l'ovation fut assourdissante. La petite fille, intimidée par tant d'attention, s'accrochait à la crinière de son compagnon comme à une bouée de sauvetage. Marcel, observant depuis les premiers rangs, ne put retenir ses larmes en voyant sa petite fille recevoir un trophée presque aussi grand qu'elle, spécialement conçu avec la silhouette distinctive de Tonnerre gravée dans le métal. « Quelques mots pour le public, mademoiselle Dubois ?» demanda le présentateur en baissant le micro à sa hauteur. Léa regarda la foule, puis Tonnerre, puis son grand-père. Pendant un instant, le stade entier retint son souffle. Je voudrais juste dire, »
commença-t-elle, sa voix tremblante rapidement affermie, que parfois les choses les plus abîmées sont celles qui ont le plus à nous apprendre sur l'amour. Un silence ému accueillit ces paroles simples mais profondes. Puis, comme si un barrage invisible avait cédé, les applaudissements reprirent avec une intensité redoublée. La sortie de l'arène fut presque aussi éprouvante que la performance elle-même. Des dizaines de personnes se pressaient pour féliciter Léa, pour toucher Tonnerre, pour poser des questions. Des journalistes brandissaient des microphones, des caméras flashaient malgré les interdictions. « Laissez-les respirer !» intervint François, créant un passage protecteur à travers la foule. « Ils ont besoin d'espace. » Mais ce haine était que le début. Sur le chemin du retour vers leur enclos temporaire, ils furent arrêtés par une femme élégante aux cheveux argentés dont l'allure distinguée commandait immédiatement le respect. « Madame Blanc », murmura François avec déférence. « C'est un honneur !» Marcel reconnut immédiatement le nom. Claire Blanc était une légende dans le monde équestre, ancienne championne olympique devenue l'une des plus importantes éleveuses d'Europe. « Cet enfant, dit-elle sans préambule, fixant Léa avec un regard perçant, a un don que je n'ai vu qu'une fois ou deux dans toute ma carrière. Et ce cheval ?» Son attention se porta sur Tonnerre, étudiant sa conformation avec un œil expert. Il défie tout ce que nous croyons savoir sur les limitations physiques. Elle tendit une carte de visite à Marcel. « J'aimerais parler de l'avenir de votre petite fille et de son extraordinaire compagnon. » Avant que Marcel ne puisse répondre, une autre interruption survint. Le docteur Beaumont, le vétérinaire qui avait presque empêché leur participation, s'approchait à grands pas. « Je dois admettre que je me suis trompé », annonça-t-il sans détour, une lueur d'excitation professionnelle dans le regard. « Ce que j'ai vu aujourd'hui remet en question plusieurs théories sur l'éthologie équine. J'aimerais, avec votre permission, documenter le cas de Tonnerre pour une revue scientifique. » Marcel regarda sa petite fille, submergée par ces sollicitations aussi soudaines qu'inattendues. Le visage de Léa reflétait sa propre confusion, ses yeux passant de Madame Blanc au vétérinaire, de François à son grand-père. « Peut-être pourrions-nous en discuter plus tard », suggéra doucement Hélène, intervenant avec tact. « Léa et Tonnerre ont besoin de se reposer après cette journée intense. » Les jours qui suivirent confirmèrent que quelque chose d'extraordinaire était produit à Saint-Rémy. Le téléphone de la ferme des Dubois ne cessait de sonner. La photo de Joseph Moreau, exposée au festival, avait remporté le premier prix du concours régional de photographie et faisait maintenant la une de plusieurs magazines équestres. Des offres arrivaient de toutes parts, invitations à des démonstrations, propositions d'interviews, même des suggestions pour un livre sur l'histoire de Léa et Tonnerre. Un soir, alors que Marcel triait la pile grandissante de courriers sur la table de la cuisine, il remarqua que Léa était anormalement silencieuse, picorant sans enthousiasme son dîner. « Quelque chose ne va pas, ma puce ?» demanda-t-il, inquiet. La petite fille haussa les épaules, jouant distraitement avec sa fourchette. « Je ne sais pas, grand-père. » « Tout le monde veut maintenant que Tonnerre fasse des spectacles, qu'il voyage partout. Et ça ne te plaît pas ?» s'étonna Marcel. « Tonnerre n'est pas un spectacle, » répondit-elle avec une conviction soudaine. « Il est juste Tonnerre, mon ami. Est-ce qu'on est obligé de montrer aux gens à quel point il est spécial? Est-ce qu'ils ne peuvent pas juste nous laisser tranquilles ?» Marcel sentit son cœur se serrer devant la sagesse simple de cet enfant qui, une fois de plus, voyait ce que les adultes avaient manqué dans leur excitation. « Non, ma chérie, vous n'êtes obligée de rien du tout, » affirma-t-il, serrant sa petite main dans la sienne. « Tonnerre est à toi, et vous pouvez choisir votre propre chemin, tous les deux. » Le lendemain, François arriva avec une proposition qui changea la donne. « J'ai parlé avec Madame Blanc, » annonça-t-il, acceptant la tasse de café que Marcel lui tendait. « Elle a une idée différente de ce que nous imaginions tous. » Léa, qui brossait Tonnerre dans le paddock adjacent, s'approcha de la barrière, soudain intéressée. «
Elle ne veut pas que Tonnerre devienne une attraction de cirque, continua François. Elle propose de créer, sur une partie de ses terres, un centre spécial pour les chevaux différents. Des animaux rejetés pour des malformations, des comportements difficiles, des traumatismes passés. Un refuge ? Demanda Marcel, perplexe. Bien plus que ça, répondit François, ses yeux brillants d'excitation. Un centre de recherche et d'éducation, où des enfants comme Léa pourraient apprendre à établir des connexions avec ces chevaux spéciaux, où des chercheurs pourraient étudier ces relations extraordinaires, où le public pourrait venir comprendre que la différence n'est pas un défaut. Il se tourna vers Léa, dont le visage était progressivement illuminé au fil de son explication. Et elle voudrait que Tonnerre et toi soyez au cœur de ce projet. Pas comme des curiosités à exhiber, mais comme des enseignants montrant à tous ce qui est possible quand on regarde au-delà des apparences. Je pourrais aider d'autres chevaux comme Tonnerre, demanda Léa, sa voix vibrant d'un nouvel espoir. Et d'autres enfants aussi, confirma François. Des enfants qui, comme toi, ont connu des pertes, des traumatismes. Des enfants qui se sentent différents et incompris. Marcel observa sa petite fille, voyant dans ses yeux une compréhension qui dépassait largement son âge. Il réalisa soudain que le miracle de cette histoire N était pas seulement la transformation de Tonnerre, était aussi celle de Léa. L'enfant silencieuse et repliée sur elle-même, après la mort de ses parents, avait trouvé non seulement sa voie, mais aussi sa vocation, 5 ans plus tard. Le soleil d'été baignait le centre Tonnerre d'une lumière dorée, illuminant les nouveaux bâtiments en bois clair et les vastes paddocks qui s'étendaient à perte de vue. À l'entrée, une immense reproduction en bronze de la célèbre photographie accueillait les visiteurs. Un étalon aux jambes courtes protégeant une petite fille, figée pour elle éternité dans ce moment de confiance absolue. Marcel, dont les cheveux étaient désormais entièrement blancs, se tenait sur la colline qui surplombait le domaine, observant avec une fierté tranquille le miracle qui s'était déployé depuis ce fameux jour au festival de Saint-Rémy. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura-t-il à François qui se tenait à ses côtés, lui aussi marqué par le passage du temps. En contrebas, dans le paddock principal, Léa, maintenant une adolescente de 15 ans, donnait une leçon à un groupe d'enfants. Mais ce N n'était pas une leçon d'équitation ordinaire. Chaque enfant était jumelé avec un cheval spécial, un poney aveugle, une jument amputée d'une jambe, un étalon marqué par des cicatrices similaires à celles de Tonnerre. Écoutez son souffle, instruisait Léa, sa voix portée par la brise jusqu'aux 2 hommes. Sentez comment il répond à votre propre respiration. La confiance commence par cette synchronisation, ce dialogue silencieux. Et près d'elle, surveillant la scène avec une attention bienveillante, se tenait Tonnerre. Elle et Talon avaient maintenant 10 ans, dans la fleur de l'âge pour un cheval. Son pelage bai brillait d'une santé parfaite, et même ses jambes disproportionnées semblaient désormais faire partie intégrante de sa dignité unique. Il était plus l'objet de moquerie, mais un symbole vivant de résilience et de transformation. Madame Blanc avait raison, commenta François, faisant référence à la femme qui avait rendu tout cela possible en donnant non seulement ses terres, mais aussi ses relations et son influence. Ce centre a changé plus de vies que nous n'aurions pu l'imaginer. Marcel acquiesça silencieusement. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, plus de 50 chevaux irrécupérables, sauvés de l'abattoir, des centaines d'enfants traumatisés ou en difficulté ayant retrouvé confiance et espoir, des dizaines de recherches scientifiques publiées sur les effets thérapeutiques de ces connexions humain-animal. Le plus incroyable, répondit finalement Marcel, c'est qu'il a fallu le regard d'une enfant pour nous enseigner ce que des décennies d'expérience ne nous avaient pas appris. Une silhouette familière s'approcha d'eux. Hélène, désormais directrice vétérinaire du centre, un dossier sous le bras. « Les résultats de la dernière étude sont arrivés », annonça-t-elle avec enthousiasme. « L'université confirme ce que nous observons depuis le début.
Les chevaux, différents, développent des capacités de communication et d'adaptation que les chevaux conventionnels n'ont pas. C'est comme si leur différence devenait littéralement leur force. En contrebas, la leçon se terminait. Les enfants descendaient de leur monture ou, pour ceux qui travaillaient au sol, les récompensaient avec des caresses et des friandises. Léa s'approcha de Tonnerre, posant son front contre le sien dans ce geste qui était devenu leur signature. « Elle lui parle toujours ?» observa François avec un sourire attendri. « Même après toutes ces années. Et elle, écoute toujours ?» ajouta Marcel. Oh, c'est ça, le vrai miracle. Le soir venu, alors que les derniers visiteurs quittaient le centre, Léa rejoignit son grand-père sur la terrasse de la petite maison qu'ils partageaient à l'entrée du domaine. Le ciel se teintait de rose et d'orange, créant un tableau digne des plus grands peintres provençaux. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui », dit-elle, sortant une enveloppe de sa poche. L'École nationale des équitations veut créer un programme spécial basé sur notre méthode. Il voudrait que je vienne donner des conférences l'année prochaine. Marcel sourit, à peine surpris. La méthode Tonnerre, comme on l'appelait désormais, révolutionnait progressivement les approches traditionnelles de l'équitation à travers l'Europe. « Et ton père et ta mère seraient tellement fiers, dit-il doucement, passant un bras autour des épaules de sa petite fille qui le dépassait maintenant en taille. Léa hocha la tête, son regard porté vers le paddock où Tonnerre paissait paisiblement dans la lumière du crépuscule. « Tu sais ce que je réalise, grand-père? Quand je l'ai trouvé, tout le monde pensait que j'essayais de le sauver. Mais en vérité, c'est lui qui m'a sauvé. » Dans le silence qui suivit cette révélation, Marcel comprit la profondeur de cette histoire qui avait commencé par la rencontre improbable entre une enfant brisée par le chagrin et un cheval rejeté pour ses différences. Ce n'était pas juste l'histoire d'un animal réhabilité, ni même celle d'une petite fille retrouvant sa joie de vivre. Était une légende vivante qui continuerait d'inspirer bien au-delà de leur vie, rappelant à tous que la vraie grandeur naît souvent de ce que le monde considère comme des défauts, que les blessures les plus profondes peuvent devenir les sources les plus puissantes de guérison, et que parfois, il faut le regard innocent d'un enfant pour voir la beauté là où les autres ne voient que des imperfections. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel provençal, le hennissement familier de Tonnerre résonna à travers la vallée, non plus un cri de détresse ou de peur, mais l'appel confiant d'un animal qui avait trouvé sa place dans le monde et qui, contre toute attente, était devenu une légende.